l'échelle. Et j'ai tiré du WEC, il y a des conditions. Hein. Quand on est ingénieur et qu'on veut résoudre un problème, la première chose à faire, c'est d'imposer les contraintes. C'est pour ça que c'est très important. Et les contraintes, ben les voilà. C'est-à-dire qu'il faut political strength, societal strength, economic strength. Il faut sans doute mettre un paquet de 200 milliards d'euros ou de dollars pour se lancer dans le jeu, même si on ne fait pas les choses soi-même. Donc, contrairement à ce qui a été proposé hier, on avait essayé, et j'étais tombé d'accord avec Sylvain David, hein, un scénario, et avec EDF aussi en 2003 avec Delbecq. Donc, sur un scénario maximum souhaitable quasiment, pour ne pas faire mettre la machine en surchauffe, et c'est très en dessous de ce qu'on a présenté hier. Mais il ne faut pas penser qu'en 2050, le nucléaire fera plus de 25% d'une électricité qui aurait doublé. Donc ça nous fait un facteur 4 à gagner. Hein. Bon, c'est déjà pas mal, un facteur 4 d'ici 2050, qui est après-demain. Bon, si on le fait, je pense que la génération suivante, par rapport à la mienne, aura gagné son pari, notre pari, aura gagné notre pari. Voilà, alors, si je continue rapidement, bon, ça c'était un joker. On dit ça évolue vite. Non, entre 1969 et 2012, 47 ans, un demi-siècle, voilà comment ça a bougé dans le triangle des Bermudes, nucléaire, fossile, renouvelable. Ça n'a pas beaucoup bougé. Vous allez me dire, il y a une accélération et le climat y est pour quelque chose. Oui, mais les inerties, les lignes à retard et tout ça, ça va jouer terriblement. Et pour montrer que ça joue, en 1900, exposition à Paris, et cette phrase absolument géniale d'un type qui avait rapporté le véhicule du futur sera évidemment à propulsion électrique dès que on trouvera des batteries donc disponibles alors bon marché et légères in the most remote places. Et on a toujours une grosse partie de ce problème. Hein. Elles ne sont pas encore cheap, elles ne sont pas encore light, et on n'en trouvera pas partout d'un certain temps. Mais on y arrive par contre. Enfin c'était 1900, on va y arriver en 2030. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas que la technologie de base qui sert à créer une dynamique, voilà, c'est vrai. Alors, la base, là, je l'interromps. Non, attendez, juste non. J'ai deux trucs. Attendez. Bon, je voulais montrer un truc de l'OCDE sur les coûts, qui n'a comme intérêt que de montrer le range, la plage de variation du coût dans le monde avec la médiane, entre 2010 et 2015. Mais ça, je pense que M. Perceban dira beaucoup plus, mais c'est très important, ça. Et bon, ça c'est pour le solaire et les autres, on zappe là-dessus. Ça c'est pour dire que les Américains, le DOE, qui mange un petit peu à toutes les tendances, fait un plan de recyclage qui va finir par se rapprocher d'une autre. Mais ils n'ont pas le même timing. Au fond, ils arrivent à sustain recycle, et en gros, eux aussi, ils bouffent fluide. Donc c'est pas si mal. Ça c'est ce qu'on demandait faire Charpin de Supola en 2000, c'est-à-dire de bouffer, parce que pour le phase-out, de bouffer le plutonium. On peut le faire dans les réacteurs à eau, on peut le faire dans les rapides. Ça, c'est une idée, voilà. La dernière idée technique que j'avais, c'est il faut éventuellement faire du multirecyclage intelligent dans les réacteurs à eau. Vaste question, mais qui servirait dans trois cas de figure la symbiose. Alors voilà un exemple bouillant en General Hitachi, ça on s'en fout, ça c'est la physique hein, qui commande tout, y compris le thorium. C'est le état. Et voilà, ça c'est le dernier point technique, c'est l'évolution possible. Alors j'ai fait, c'est dans le bouquin, puisque là on a un bouquin que, donc c'est, mais j'en ai la couverture, qui a été fait, Bertrand Marais, Pascal Anzieux, Richard Lenin et moi, master et génie atomique, et bon, voilà, s'il y a des gens qui ont envie de le lire. Donc voilà, vous avez une croissance qui est raisonnablement rapide, vous avez en fait en rouge, les trucs à double flèche, les réacteurs en eau qui font le plutonium, ils font le plutonium pour les rapides. Si les Chinois, si les Indiens veulent relancer les rapides, ou ils le font à partir de l'U5, délicat, même du LEU. On peut faire beaucoup de LEU et puis du plutonium aussi, un peu le peu de plutonium qu'on a. Mais regardez la courbe de croissance maximale dans ce cas-là, des rapides, avant qu'ils atteignent la vitesse de libération, c'est-à-dire leur propre auto-croissance, d'accord? Ben, il y a du temps et on n'a pas atteint ce point-là en 2100. Et il faut continuer de construire des réacteurs à eau, parce que tant qu'on n'aura pas la vitesse de libération des rapides, donc que les courbes ne seront pas à peu près pareilles, si on veut continuer de croître comme ça, c'est foutu. Alors ça c'est le bouquin, on s'en fout, enfin nous on s'en fout pas. Ok, on pourra en reparler, ça c'est mort. Et voilà, ça c'est sur le design, voilà. Et le design, je pense qu'il faut vraiment réfléchir, et c'est un élément d'introduction pour cet après-midi, il faut vraiment réfléchir à ça. Ça c'est une image que j'ai piquée au aircraft design. Mais si on transpose au nucléaire, on voit qu'on a une grande boucle extérieure, requirements, c'est le cahier des charges qui doit piloter
Et le cahier des charges, il est lié au marketing nucléaire. Qu'est-ce que le marketing nucléaire? Mais voilà, on a le cahier des charges, et là, après, on a des boucles internes. Et dans le nucléaire, c'est faisabilité. Ah non, 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 ça, je refuse de le faire, je ne saurais jamais faire des bombes comme ça. Non, 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 je ne veux pas changer de béton, etc. Donc, vous avez un lieu de pouvoir et de blocage qui va tout fermer. Ensuite, vous avez la sûreté. Et là, vous avez quelqu'un dans les concepteurs qui va dire « jamais l'AS n'acceptera ça ». Je connais très bien. Après, il faut voir. Et vous avez une boucle ensuite de technico-économie qui dit « oh là là, mais je suis incapable de chiffrer ça, il y a une chose dont je suis certain, c'est plus cher que la version actuelle ». Donc vous allez tout bloquer. Et comme personne n'a la possibilité de reprendre le leadership là-dessus globalement, puisque c'est tout en qualité, eh bien on fait des études avec des codes normalisés, lourds, et ça par contre ça coûte cher. Moi j'ai failli perdre 9 mois comme ça dans un projet CEA, et puis j'ai fini par dire aux gens, mais non, je vous le calcule à la main. Oui, mais le code, je dis, le code c'est les mêmes corrélations, c'est nous qui l'avons fait, donc voilà, et le reste, ben, c'est une règle de 3. Donc on a évité 9 mois de reprise de travail. Mais normalement on le fait, et la qualité oblige, et donc on fait 9 mois d'études, et donc c'est très lent. Alors voilà, il faudrait progresser, et là j'ai fini, je crois. Voilà. L'aéronautique a fait ça, il y a l'innovation, les composites, et il y a le dessin. Mon fils qui est juriste, fils cadet, m'a dit, oh bah c'est pas compliqué, il me dit, ça c'est un crayon, et qu'on jette en l'air, et il dit, ça c'est un volant de badminton. Je crois qu'il avait pas mal compris le truc. Après, celui-là, il est monté à plus de 100 km, le deuxième s'est craché pour des raisons en particulier. Et on n'a pas fait l'équivalent dans le nucléaire. Ici, vous avez une densité de puissance de 10 000 kW par litre. Les réacteurs précédents, 100 kW par litre. Donc, ouf, les rapides, 300. 10 000. Bon, il n'y a aucune considération de sûreté. 10 000, on sort à plus de 2000 degrés, et ça, c'est la puissance unitaire de l'EPR pour avoir 125 tonnes de poussée en propulsion spatiale. Ça a été testé, ça. C'est NERVA. Et le dérivé, avec la même technologie, le dérivé industriel, c'est le HCR qui est à moins de 10. Pourquoi on a perdu un facteur 1000? Et si on perdait qu'un facteur 200? Ah mais ça change tout. Alors là, il faut discuter. Mais quand on dit tout passif, on a tué ça. Et donc c'est pour ça que General Atomics reprend le truc au départ. Donc c'est très important. Définir un référentiel de sûreté. Voilà, j'ai fini. Ah non, je voulais dire que dans les réacteurs de génération 3, attendez, je me rapproche parce que vous avez ici le premier et le troisième, on s'en fout. Là où vous avez un truc qui est un peu énigmatique, j'ai laissé comme ça parce que c'est un truc de réunion qui nous a été donné. Eh bien, General Electric et Hitachi, qui ne sont pas idiots, ils disent on a fait le SVWR tout passif et sans pompe. Le prochain sera plus puissant, on remettra des pompes, il ne sera pas tout passif, ce sera le mix optimum. Ce qui prouve que les gens intelligents, où qu'ils soient, ils continuent de travailler, y compris sur les réacteurs de génération 3. Et ils ont bien raison. Là, je crois vraiment que je peux promettre que j'ai fini les époques du nucléaire. Alors, Power Reactors, brûler l'unique, on est tous d'accord. Le thorium, on pourrait discuter. Et le dernier point, c'est qu'en 1978, on étudiait, pour Jules Horowitz, on étudiait les hybrides fusion-fission. Il y avait 200 personnes qui travaillaient dessus aux États-Unis et on les comparait. Ce qui était la bonne méthode, c'est une méthode intéressante, c'est pas de les tester tout seul, c'est de les comparer à des ADS et à des réacteurs critiques rapides. Donc je dirais.